Comment enrayer le cycle de violence en Afrique de l'Ouest? Pourquoi l'insécurité est toujours difficile à vaincre dans cette région fragile sur le niveau sécuritaire? Ces questions reviennent au quotidien avec des attaques terroristes commises au Niger, au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Pour en parler, justement, joint en direct depuis notre studio de Rabat, Bakary Samba, directeur du Timbuktu Institute. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Alors, vous avez pris part à la conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique organisée hier et aujourd'hui par le Policy Center for the New South de l'OCP qui s'est penché cette année sur les opérations de maintien de la paix en Afrique. Les attentats, on le sait, se multiplient dans la région, c'est un constat. L'attaque la plus récente est d'ailleurs celle d'hier soir au Niger qui a fait 2 morts parmi les policiers. Comment d'abord expliquer la recrudescence de ces attaques terroristes? Depuis les attentats de Ouagadougou, nous sommes entrés dans l'ère de la généralisation et de la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Et Grand Bassam a été le moment qui a marqué, par contre, ce qu'on peut appeler l'absurdité même de la prévision. Aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont menacés et qu'il n'y a plus d'exception. À plus forte raison, le Niger, qui jusqu'ici présentait certes des vulnérabilités dans la partie sud avec les incursions de Boko Haram, mais aussi dans le nord Tillabéri avec les incursions du Moujao et de l'État islamique au Grand Sahara qui passe au Burkina Faso, aujourd'hui, le Niger a été frappé à la porte de sa capitale. Alors ceci inaugure une nouvelle situation qui nous interroge beaucoup sur l'efficacité de ce qui a été fait jusqu'à présent, notamment dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi dans le cadre des différentes mesures que les États ont prises, mais qui peinent aujourd'hui à régler définitivement la question du terrorisme en Afrique. Et justement, ces mesures, est-ce que les mécanismes mis en place, comme le G5 Sahel par exemple, ou encore la force Barkhane, sont suffisants à votre avis pour juguler ce bain de sang dans la région? Il est vrai que l'opération Serval avait été quelque chose de très utile pour stopper l'arrivée des terroristes sur Bamako. Ça a été assez efficace à son temps, mais ça fait des années que je le dis, que la solution militaire est certes une partie de la solution, mais n'est pas toute la solution, n'est pas efficace. Il fallait rajouter, en tout cas, d'autres stratégies. L'Afrique doit apprendre des leçons de l'histoire. Les Américains sont restés plus de 15 ans en Afghanistan. Les talibans y sont encore. La France est intervenue au nord du Mali. Non seulement le front terroriste ne s'amenuise pas, mais il s'étend aujourd'hui dans le centre du Mali avec une situation incontrôlable. Et il faut se le dire, dans l'histoire de l'humanité, jamais une Kalachnikov a pu tuer une idéologie. Je crois qu'il faudrait penser à la prévention, à une éducation, mais aussi mixer entre les solutions de sécurité, les solutions de développement, mais aussi aller de plus en plus vers ce que certains appellent muharabatul fikr bil fikr, aller à l'encontre de cette idéologie qui alimente la violence et de penser à des solutions endogènes telles que le Maroc a pu le faire avec notamment ces initiatives qui ont été prises par la Fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique, mais aussi la formation des imams, revenir tout à fait, sur ces efforts. On va revenir sur ce point donc dans quelques instants. Maintenant où on est la coopération entre les pays de la sous-région, justement, est-ce qu'il prévoit des mesures pour agir de concert contre ce fléau, comme vous venez de dire, qui n'épargne aucun pays? Le G5 Sahel est une bonne initiative. Mais vous savez, depuis l'installation de cette organisation, il y a eu de grandes conférences, il y a eu de grands discours. La communauté internationale a fait des promesses de dons, a fait des promesses d'aide, mais ces aides tardent à arriver sur le terrain. La force conjointe aussi, c'était une bonne initiative, parce que c'était la première fois qu'on voit les États de la région mettre en cohérence une politique, mutualiser leurs moyens pour s'adresser à ce fléau qui n'épargne aucun pays. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est l'échec des solutions strictement militaires, des solutions strictement sécuritaires, parce que je crois qu'on a négligé les stratégies endogènes, mais aussi la part de la prévention. Et que dans les États de la région, on peut voir qu'il y a
une diversité de situations entre les pays qui sont rudement touchés, d'autres pays qui sont sous pression sécuritaire, mais aussi d'autres qui peuvent encore développer des politiques de prévention. Mais hélas, lorsque ces pays sont dans cette situation-là, on ne pense pas à la prévention, on est dans une forme de réaction, et hélas, ça ne donne pas de résultats sur le terrain aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, on le sait, les efforts sécuritaires donc, ne sont pas suffisants. Des initiatives de sensibilisation sont donc incontournables. Vous venez de donner l'exemple du Maroc. Le Maroc, donc, à travers l'Institut Mohamed VI, des imams, mourchidines et mourchidates, forment chaque année quelques 250 étudiants, dont plusieurs arrivent du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria, du Niger et d'autres pays d'Afrique centrale également. À votre avis, comment contribue cet institut à la lutte contre l'extrémisme en Afrique de l'Ouest ? C'était une bouffée d'oxygène dans cette région qui, depuis les années 70, lors des grandes sécheresses, où les puissances occidentales n'ont pas pu aider les pays du Sahel qui étaient touchés par la sécheresse, parce que ces pays même étaient touchés par la crise financière. Ceux qui avaient de l'argent, c'est ceux qui avaient du pétrole et des idéologies. Et certaines idéologies ont envahi l'environnement sahélien, alors que cet environnement était celui d'un islam paisible, qui est rattaché à cette tradition marocaine du fiqh maliki, du dogme acharite et du sunnisme tasawuf sunnite. Et je crois que ça a été déstructuré pendant un bon moment. Et lorsque le Maroc a pris cette initiative, c'était une solution qui venait à son heure. Parce que ça permettait à la fois aux États africains de renouer avec cet islam qu'on connaissait, qui était un islam de paix. L'islam est une religion de paix de manière générale. Mais aussi à aider les pays à s'inspirer de l'exemple marocain, à organiser le culte, à former les imams, pour que véritablement le discours religieux, qui aujourd'hui, on le sait, a un véritable enjeu sécuritaire, soit encadré et soit nourri de ces messages pacifiques de l'islam. Et je crois que sur ce point de vue, le Maroc, bien que n'ayant pas de pied stratégique dans le Sahel, a toute une influence à faire jouer dans cette vaste région du monde, ou dans cette Afrique de l'Ouest, où il partage avec ces pays les trois éléments que j'ai énumérés tout à l'heure. Et dans la tradition historique et dans la tradition religieuse de ces pays-là, nous avons énormément à partager avec le Maroc. Donc l'expérience marocaine est une stratégie endogène, africaine, inscrite dans le cadre d'une coopération sud-sud qui, à mon avis, pourrait être une bonne solution pour coupler solution militaire, sécuritaire et solution s'attaquant à la racine du mal. Parce que le militaire, finalement, il s'attaque aux symptômes, mais pas à la racine du mal. Alors que la dimension idéologique du phénomène ne doit pas être négligée. Elle doit être prise en compte, et je crois que les institutions mises en place par le Maroc, comme le centre de formation des imams, la fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique, etc., cela crée une forme de synergie entre les pays africains, et cela peut être le cadre d'élaboration de stratégies qui pourraient véritablement aider les pays à travailler dans l'anticipation et être dans la prévention, et ne pas être dans une éternelle intervention qui, on le voit, ne donne pas de résultats sur le terrain. Tout à fait, merci beaucoup Bakary Chamb. Vous êtes directeur du Timbuktu Institute. Merci encore une fois pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat.